Ce matin, on a été sur la loi Sapin 2. Donc bon, on est parti en fait avec trois rapporteurs ou porte-parole qui sont donc Pierre Lelouch sur le volet international, Olivier Marlex sur les aspects juridiques et Catherine Vautrin sur le volet économique. Compte tenu de la manière dont les choses sont engagées, on sera contre et on votera contre ce texte à plusieurs points, notamment ce qui ressort surtout pour nous, c'est tout ce qui est contrainte nouvelle pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on le voit sur le reporting où on va obliger donc les entreprises à présenter des informations stratégiques, que ce soit ça peut être le chiffre d'affaires, mais l'impôt payé, le bénéfice et le résultat dans chaque filiale. Et encore une fois, on va se mettre des contraintes supplémentaires par rapport à nos concurrents européens. Il y a une directive qui est certes en préparation, sauf que cette directive, elle n'est pas encore en place. Et nous, déjà dès maintenant, alors que la directive est sur l'idée de le faire sur des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros, nous, on est déjà en train de descendre à 250 millions. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la recherche de savoir comment on peut imaginer quelque chose qui bloque nos entreprises ou qui les mette en situation plus difficile vis-à-vis des concurrents, ce qui est invraisemblable, mais c'est quand même la ligne de conduite, texte après texte, de ce gouvernement. On a le sujet de l'encadrement aussi des représentants d'intérêt. Vous avez, je pense, noté, entre autres, dans les sujets de contraintes, que les organisations professionnelles d'employeurs seront classées comme des lobbyistes, alors que ne le seront pas ceux représentant les salariés, de façon là aussi à organiser un fichage supplémentaire, etc. Enfin, tout ça est invraisemblable, avec un Parlement l'Assemblée nationale et le Sénat qui se dépossèdent ou se laissent déposséder de prérogatives qui étaient les leurs au profit de la haute autorité. Je trouve cela inquiétant à certains moments pour le bon fonctionnement de nos deux chambres. On a aussi sur le salaire des dirigeants. Je ne sais pas où on va atterrir parce qu'on va avoir droit à toute la démagogie possible et imaginable avec les frondeurs et l'extrême gauche là-dessus. Je pense très objectivement qu'il fallait, de mon point de vue, laisser faire le code AFEP-MEDEF et leur demander de réfléchir peut-être à des situations plus contraignantes, mais de le faire dans le cadre de ce code. Si on si on aborde les choses sous l'angle législatif, je ne sais pas comment ça va sortir, mais ce sera encore d'une démagogie outrancière et on va encore mettre nos entreprises en difficulté. Voilà les quelques points, mais il y a beaucoup d'autres sujets dans ce texte, mais vraiment le point d'achoppement, ce qui fait pour nous la ligne dure, c'est des contraintes supplémentaires aux entreprises. C'est-à-dire que cette loi Sapin 2, c'est une contrainte supplémentaire pour les entreprises et on n'a pas besoin de ça dans la situation où nous sommes. Voilà. Et sur les lanceurs d'alerte qui est le volet du jour, c'est aussi une contrainte supplémentaire. Oui, parce que je trouve que là aussi maintenant, sur le statut des lanceurs d'alerte et le fait que les frais d'avocat, maintenant tout le monde peut s'improviser lanceur d'alerte, les frais d'avocat pris en charge par le défenseur des droits, c'est sans limite, quoi. C'est sans limite, sans aucun lien avec la réalité de ce qu'est le monde économique et le monde de l'entreprise et comment on redonne de l'espace et de la compétitivité à nos entreprises. On fait rigoureusement le contraire article par article. L'article 43 sur les qualifications exigées. Là aussi, même sujet. À force de vouloir libéraliser dans tous les sens, on va déstabiliser des secteurs professionnels. Avec, je crois, encore quelques sorties croustillantes de M. Macron qui explique qu'on peut faire repeindre son appartement par son voisin, etc. Enfin bon, comme si il était dans ce cas-là. Je l'invitais à repeindre le mien, au moins il sera utile, quoi, je pense.
Voilà. Je me laisse le choix de la couleur. Coquille, oui, voilà. Oui, donc là aussi, nous serons contre cet article. Voilà, c'était le sujet. Donc il n'y a rien de chose. Non, sur le texte, comme souvent, on part plutôt d'intentions qui sont louables, mais on voit bien qu'au fil de la rédaction, ce matin, on a fait le point, nous, avec nos trois porte-paroles, voilà ce qui en ressort. Pas d'autres sujets? Allez, bon après-midi. Si, sur les inondations, si, on va commencer, on fait les deux premières questions d'actualité seront sur les inondations, bien évidemment. On a deux maires très concernés qui vont intervenir, Valérie Lacroute et Jean-Pierre Dor. Et demain, on aura également une autre question sur ce sujet. Comment ? Ça a été bien géré dans le domaine. On a un vrai sujet d'anticipation, mais qui n'est pas le procès du gouvernement actuel. Mais on voit bien que sur l'anticipation, on a un sujet avec VNF, ça a été évoqué sur Voies navigables de France. Sur les moyens à intervenir. On a aussi un sujet parfois sur les associations de défense d'intérêts en tous sens qui interdisent maintenant, on ne peut plus curer une rivière, on ne peut plus l'entretenir. Justement, c'est là que ça empire les choses. Et donc là, avec un certain nombre d'associations d'écologistes... Non, mais on a, au-delà de la loi, on a les blocages avec les associations. Moi, je l'ai sur l'aménagement de la Seine. Bon, cette fois-ci, le débordement n'est pas venu de la Seine. On a eu le Loing, dans un premier temps. On a aussi un autre affluent, le Grand Morin, qui est sur la Seine-et-Marne, qui a été également en débordement, ce qui fait que sur le secteur de Coulommiers, la Ferté-Gaucher, on a aussi des inondations importantes, mais l'entretien des canaux et des rivières, à force de tout regarder par le seul prisme de la faune et de la flore, on arrive à des extravagances. C'est-à-dire quand les canaux ne sont pas entretenus, quand les rivières ne le sont pas, mais tout cela mérite, moi je ne veux pas faire de démagogie là-dessus. Là, il y a une réaction qui est dans l'urgence. Il faut, comme à chaque fois, en tirer les enseignements et ensuite s'assurer que les financements vont arriver vite. Parce que, comme à chaque fois, il y a le temps de l'émotion, on est dedans, avec le temps de la solidarité. Et puis, dans 15 jours, les maires vont se trouver confrontés à leur population avec 20 ou 30 cm de boue qui restent là, qu'il faut dégager, qui nécessitent du matériel. Le relogement, on sait faire dans l'urgence, mais lorsqu'on est dans la durée et qu'on a des appartements et des maisons qui sont complètement saccagées, c'est-à-dire qu'il est quasi impossible de revenir dedans. Donc tout ça s'inscrit dans la durée. On sera sur ce registre-là dans les questions. Comment ? Les grèves, ce fera aussi l'objet de questions tout à l'heure, mais je ne vais pas vous sortir les questions les unes après les autres. Non, les grèves, c'est un vrai non-sens. D'ailleurs, ça pose moi, je suis assez inquiet de ce qui est en train de se passer à la SNCF aujourd'hui. Je ne connais pas le résultat des négociations, mais bon, la semaine dernière, moi, j'ai compris la réaction de Guillaume Pépi, qui avait réagi très, très fortement, puisque on a vu que M. Vidalis, sur un coin de table, avait tout lâché en moins de 2 heures. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, M. Pépi est en train de valider tout ce qui a été lâché par Vidalis, et même peut-être au-delà. Donc, les conséquences pour la SNCF et pour les usagers, et pour nos finances publiques risquent d'être catastrophiques. Je serais curieux que l'on fasse le bilan très rapidement, parce que autant, moi j'ai compris la réaction de Guillaume Pépi la semaine dernière, autant là, si il est en train de valider tout ce qui a été lâché par Vidalis dans les conditions qu'on sait, c'est sacrément inquiétant sur la gestion de la SNCF. Juste une
précision, parce que c'est pas capté là. Le Sénat dépossédé au profit de la haute autorité. Vous avez dit ça pendant notre discussion. De quoi ça signifie ? Sur les sanctions, puisqu'on est parti sur on en invente toujours un fichier commun des lobbyistes avec un certain nombre de déclarations. Et donc ça relève de la gestion des assemblées. Et moi, je suis très attaché à cela, c'est-à-dire à l'autonomie, à la liberté de gestion des assemblées. Et maintenant, on est en train de se défausser, de tout renvoyer à la haute autorité. Il y a un moment, les députés de la nation n'ont pas à se déposséder auprès de cette haute autorité. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Puisque par nature, et ce qui est prévu dans le texte, c'est de refuser de trancher. Donc quand on refuse de trancher, on renvoie à des commissions soi-disant indépendantes. Mais le verre était déjà dans le fruit depuis qu'on a créé la haute autorité.